deux ports du Grand Nord sont occupés par les Alliés. Mourmansk et Arkhangelsk. Les soviets protestent contre cette occupation. Les agents britanniques ont créé sur place un climat d'hostilité aux communistes. Et les soldats du roi Georges sont accueillis en libérateurs. Des Russes modérés sont maîtres du pouvoir local. Officiellement, les Alliés viennent protéger le nord de la Russie contre les entreprises allemandes et récupérer les 160 000 tonnes de matériel et de munitions qu'ils ont expédiées aux deux ports du Grand Nord. Mais la mission devient vite offensive. Un détachement de Marines américains lance une escapade sans demander l'avis des autorités britanniques. Les Marines s'emparent d'une vieille locomotive et s'enfuient vers le sud, engageant une bagarre avec les bolos, ainsi appellent-ils les bolcheviks. Au premier sang versé, ils rentrent à Arkhangelsk. Le marine blessé est fêté comme un héros. Poole, le général britannique qui commande la base au nom des Alliés, se prend à rêver. Pourquoi ne pas partir d'Arkhangelsk? Il veut faire la liaison avec les Tchèques. Est-ce une chimère? N'est-ce pas aussi l'idée de Winston Churchill? Les régiments britanniques commencent leur descente vers le sud à travers des marécages et des forêts infestées de moustiques. Le général Poole câble. Je prends d'énormes risques, je les prends volontiers. C'est désormais la guerre ouverte. L'infanterie américaine débarque à Arkhangelsk le 4 septembre 1918, 2 mois avant l'armistice. 3 bataillons avec des ingénieurs, des médecins. 5000 hommes levés très récemment dans les communautés polonaises de Détroit et de Milwaukee. Les Polonais croyaient qu'on les envoyait, comme les autres Américains, dans les tranchées françaises. Ils furent surpris de se retrouver dans le Grand Nord. Un bataillon resta sur place pour garder les entrepôts militaires. Les 2 autres, sur ordre de Wilson, quittèrent le port. À la fin de l'hiver arctique, sur ordre du général Poole, les fusiliers américains avancent sur plus de 300 km à l'intérieur des terres. Francis, l'ambassadeur américain, soutient l'entreprise. Les soldats passent leur temps à chasser, ne rencontrent guère de bolcheviks. Le 11 novembre 1918, 200 Américains étaient cependant engagés dans un combat contre une colonne de l'armée rouge. Ils avaient fini par se rencontrer. « 28 soldats américains meurent au combat dans le nord de la Russie le jour de l'armistice. Les risques pris de si grand cœur par le général anglais n'aboutissent qu'à des pertes inutiles. La guerre est finie, il n'y a aucune raison de maintenir un front de l'Est. Un jeune général anglais, solide gaillard de 38 ans, remplace Poole.
Il s'appelle Ironside et sa tactique est la défensive. Il creuse des tranchées et attend les événements avec beaucoup de calme. Le consul américain d'Arkhangelsk envoie un message aux troupes. Vos hommes doivent savoir pourquoi ils sont ici. Vous protégez un coin de la terre russe contre la folie sanglante du bolchevisme. Ne pensez pas que le monde vous oublie. L'armistice avec l'Allemagne à peine signé, les Alliés décident de combattre les communistes et de soutenir l'amiral Koltchak en Sibérie. Il a réussi à constituer la force militaire la plus importante avec les Tchèques. L'amiral est intraitable avec ses soldats et sa discipline évoque les moments les plus durs du tsarisme. Mais il est reconnu par les Alliés de Paris. Non sans hésitation, d'ailleurs, de la part de Lloyd George et de Wilson. Ils sont peu soucieux de s'engager à fond dans la cause de Koltchak, qui suppose le renversement du régime communiste. Dans la Russie de 1919, les armées anticommunistes occupent le terrain. Ironside arme les Russes blancs au nord. Les armes et les munitions sont anglaises et françaises. Le matériel et le ravitaillement américain. Les Cosaques de Denikin tiennent les plaines du sud, les troupes de Koltchak, le transsibérien. Les Britanniques ont investi 300 millions de dollars dans l'opération anti-bolchevique, dans la croisade des Blancs contre les Rouges. Une nation de réfugiés menacée en permanence par plusieurs bandes armées. Une guerre sans merci, dit Churchill. Ces prisonniers sont des communistes capturés par les Blancs. Le même sort attend d'autres prisonniers, des Blancs capturés par les Rouges. Famine, tuerie, confusion, ruine, horreur. Ainsi Lloyd George évoque-t-il la Russie d'après la guerre. Pendant l'été de 1919, la guerre civile devient furieuse. Les Alliés commencent à se retirer. Ils ne veulent pas payer plus cher encore leur intervention en Russie. 200 Américains y ont déjà laissé la vie. Ils finissent par quitter Arkhangelsk. Un lieutenant écrit alors à sa famille, pas un soldat ne savait, même vaguement, pourquoi il avait combattu ici, ce qu'il faisait maintenant, ni pourquoi il laissait certains de ses camarades dormir là-bas, sous les croix de bois.
les porte-paroles envoyés par Churchill protestent. Il ne faut pas céder le terrain aux bolcheviks. Mais Lloyd George répond « Je préfère abandonner la Russie au bolchevisme que l'Angleterre à la banqueroute. La guerre contre les communistes est désormais entre les mains des seuls Russes blancs. L'armée rouge est lente à se déplacer. Les Blancs contrôlent presque tout le nord du pays. Les Cosaques de Dénikine se sont avancés sur un large front. Et l'amiral Koltchak, le meilleur porte-drapeau, a plus de soldats sous ses ordres que d'ennemis en face de lui. Les communistes de Moscou voient le territoire leur échapper. Mais à la fin de 1919, l'armée rouge de Trotsky commence une puissante campagne pour éliminer ce que Lénine appelle les suppôts du capitalisme impérialiste. Ils écrasent les Blancs. L'armée rouge compte 5 millions de combattants pendant le rude hiver de 1919-1920. Il repousse d'abord Koltchak en Sibérie. Son armée se désintègre. Les soldats s'écartent d'un chef trop dur. Il est trahi, capturé, exécuté, tué d'un coup de pistolet dans la nuque. Les autres forces blanches sont également défaites. Les soldats se mutinent, n'obéissent plus aux généraux tsaristes, qui se querellent entre eux. Cette guerre atroce se termine par des représailles massives des Rouges, qui massacrent tous ceux qui sont seulement soupçonnés d'avoir collaboré. La révolution bolchevique est la postface d'une guerre civile européenne où les Américains ont tenté d'introduire in extremis l'ordre de la raison et du droit. Il était bien tard. Le mal était fait. Rien ne pouvait plus sauver la Russie du pouvoir bolchevique qui s'installait dans la terreur. Les gardes rouges avaient éliminé dans le sang toute velléité d'opposition. Les Blancs étaient physiquement éliminés. Le tsar et sa famille liquidés. La Russie est rouge, définitivement. La guerre est finie, mais le roman de la guerre est perpétué par le cinéma, mais aussi par la photographie, les récits et les chansons. C'est un roman noir, celui des hommes brisés par l'extrême violence des armes industrielles. Les intellectuels dénoncent la tragédie et la peignent, comme Barbus ou comme Dorgelès, sous d'horribles couleurs. Les peintres, les dessinateurs présentent les héros comme des brutes ou des victimes. La confiance dans la civilisation est morte à Verdun. Trop de millions d'hommes ont été tués pour qu'aucune cause ne semble valable. Les hommes savent qu'ils ne peuvent dominer ensemble le monde, qu'il n'existe pas de plan raisonnable, que les démons sont lâchés sans qu'on puisse les maîtriser. Le bolchevisme qui rend la paix de Versailles dérisoire est bien là en Russie. La révolution d'extrême gauche et la contre-révolution d'extrême droite qui menace en Allemagne. Pour Churchill, plus de respect humain après la guerre. Ça n'existe plus. Il n'y a plus nulle part de respect du droit. Le nouvel état d'esprit est violent,
chaotique, instable. C'est le véritable héritage de la guerre. Quand Wilson rentre chez lui le 8 juillet 1919, il trouve les Américains changés. Ils n'ont pas du tout l'intention de se mêler aux horreurs qui se préparent de nouveau en Europe. Ils sont redevenus isolationnistes. Ils estiment qu'ils ont fait trop de sacrifices pour une guerre qui n'était pas la leur. Le président sait qu'il doit reprendre le pays en main, défendre son traité, puisque les sénateurs républicains ne veulent pas en entendre parler. Il prend le train, contre l'avis de ses médecins, pour porter la bonne parole dans tout le pays. Des articles hostiles à la politique de Wilson sont publiés dans tous les journaux. Pourtant, l'accueil des foules à Saint-Louis, à Kansas City, à Omaha, à Los Angeles est toujours chaleureux. Le monde attend que nous le prenions en main, dit-il. Il nous met en garde contre le rejet du traité. J'aimerais rassembler les garçons qui ont fait cette guerre. Mais je suis obligé de m'humilier devant vous et de vous dire que je n'ai pas été capable de remplir ma promesse. Vous êtes trahis. Un journal d'Omaha note que 9 sur 10 des citoyens de la ville sont contre l'entrée des États-Unis dans la Ligue des Nations. Un journal de New York qualifie la Ligue de miroir aux alouettes. Wilson prononce 40 discours en 22 jours. Il est terrassé par une attaque le 25 septembre dans le Colorado. La campagne est terminée. En novembre, le président est chez lui, à moitié paralysé, quand les sénateurs républicains parcourent sur ses traces le pays pour dénoncer le traité, parler contre la Ligue des Nations. Albert Fall, du Nouveau-Mexique. Frank Brundage, du Connecticut. William Borah, de l'Idaho. Hiram Johnson, de Californie, explique qu'il faut choisir entre l'Amérique et la Ligue. Le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat a traité la Ligue de monstre diabolique d'apparence sainte. Le président a du poids, c'est le sénateur Henry Cabot Lodge du Massachusetts. Le 19 novembre, le Sénat repousse le traité par 53 voix contre 38. Rejeté par les républicains, mais aussi par des démocrates, le traité de Versailles et sa Ligue des Nations retournent à la Maison-Blanche. Wilson achève sa présidence à son domicile, soigné par son épouse. Le pays ne l'a pas suivi. Il s'en va seul. Le pays veut se sauver en refusant un monde qui court à sa perte. Les citoyens des États-Unis d'Amérique ont très peur du bolchevisme, même sur leur territoire, même dans les villes où ils habitent, dans les usines où ils travaillent. L'attorney général Michel Palmer exploite cette peur, utilise les complots communistes, les projets d'attentats et de manifestations violentes. Il déclare suspects les réformateurs sociaux, les syndicalistes et tous les gens, d'une manière générale, qui sont des protestataires. Des suspects sont pris, déportés, suspendus de leurs droits civiques. En 1920, un sénateur américain de l'Ohio, Harding, très hostile à la Ligue des Nations, revendique les droits de l'Amérique. Il ne veut pas de révolution, mais une restauration de l'esprit américain. Il fait sa campagne présidentielle sur ce thème du retour à la normale.
Il exprime le désir de la nation de revenir au bon vieux temps, quand les Doughboys poursuivaient les Indiens et non pas les communistes. L'Assemblée de la Ligue des Nations se réunit à Genève en 1920, en l'absence des États-Unis. Les hommes politiques essaient de rétablir par la négociation ce qui a été brisé par la guerre, de faire en somme comme si la guerre n'avait pas existé. L'Assemblée veut éviter les conflits avec beaucoup de bonne volonté. Elle n'y réussit pas et l'Allemagne hitlérienne conduit de nouveau à la guerre en septembre 1939. Ainsi, l'œuvre de Wilson lui survit-elle, mais elle est incomplète, inefficace. L'ancienne génération des hommes politiques européens ne croit guère dans l'esprit de Genève et souhaite prendre des sécurités pour imposer une nouvelle paix armée. En France, Clémenceau est battu quand il se présente à l'Élysée. Lloyd George tombe en Angleterre en raison des problèmes économiques et sociaux de l'après-guerre, qui coûtent son siège de député à Churchill lui-même. Le lion rugissant des Dardanelles perd son siège. Le président du Conseil français, Aristide Briand, essaie de contraindre l'Allemagne à payer des réparations. Le président américain Harding estime pour sa part que si l'Amérique a repoussé la Ligue des Nations, elle garde un rôle mondial et doit l'assumer. Sous l'administration Harding, 6 traités sur le désarmement sont signés. 11 autres sont conclus pour sauver l'ordre du monde, avec la signature de l'Amérique. En 1920, le monde n'a plus rien à voir avec ce qu'il était en 1914. Mais les risques de guerre sont toujours présents, comme les risques de révolution dans les pays européens. Dans les lieux de plaisir, à Cannes, à Monte-Carlo, à Deauville, le retour à la normale est un fait. La prospérité américaine a changé la composition sociologique des habitués. Il y a davantage de milliardaires américains et même de simples touristes des middle classes. Mais il n'y a plus de princes russes, ni de rois venus d'Allemagne. Des villes entières ont disparu sur le front occidental. Elles ont été rasées par les obus et les bombes. Arras, Verdun, Reims sont des champs de ruines. Comment le monde n'aurait-il pas changé? La reconstruction tarde. Il y a des pertes irrémédiables. La France du Nord et la Belgique sont entièrement dévastées. Les Allemands, avant d'évacuer leurs lignes, ont fait sauter à la dynamite les puits, les voies de communication. Ils ont détruit les usines, inondé les mines. Les sans-abri se comptent par dizaines de milliers. Le nouvel ordre européen ne satisfait personne. Chaque nation nouvelle conteste, et aussi l'Allemagne. Un mouvement de résistance se constitue dans la Ruhr en 1923. Il n'importe, les Français en armes occupent les mines pendant 2 ans pour obliger les Allemands à payer les réparations. Le nouveau monde imaginé par le traité de Versailles est déjà à la limite de la rupture. À Berlin, les fiascos du traité provoquent l'indignation. D'autres nations s'agitent. Les Italiens envahissent Fiume, que la LDN ne veut pas leur donner. Les Roumains marchent contre les Hongrois et les Grecs veulent s'empoigner avec les Turcs. Les Allemands protestent et manifestent, drapeaux en tête, contre le traité. Le mouvement contre l'ordre de Versailles, contre les Français qui prétendent l'appliquer,
commence dans la Ruhr et aboutit à Berlin. Les querelles sur le traité de Versailles devraient être réglées par des plébiscites. On en organise 8 seulement sur les 17 prévus. Il est impossible d'envisager les autres. On redoute des violences, des guerres locales. Les affaires sont traitées par un mélange de force et d'intrigue. Les nouvelles frontières tracées par les Alliés sont toujours contestées, même si elles ont fait l'objet d'un plébiscite. L'Europe sans passeport n'existe plus, hélas. On contrôle tous les passagers. On refoule les étrangers. C'est l'Europe de la haine. Les peuples ont été souvent déplacés pour les besoins du traité. Les Allemands de Galicie ont dû partir après un plébiscite qui attribuait cette province à la Pologne. D'autres Allemands restent en Tchécoslovaquie, où ils entretiennent des rapports épouvantables avec les Tchèques. La nouvelle Europe des réfugiés et des conflits de frontières est pleine de mauvais présages. La Russie est la première victime de la guerre. D'autres nations ont pu souffrir. La Russie est perdue. Elle est déchirée, rejetée du reste de l'Europe par la défaite, la révolution, la guerre civile et l'intervention des Alliés. Les communistes, qui sont les nouveaux maîtres, essayent de combattre la famine et les divisions intérieures. La production est moins du tiers de son niveau le plus bas d'avant-guerre. Les Alliés envoient des vivres, mais ils sont quand même détestés. En 1923, la santé de Lénine décline. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il va mourir. Le secrétaire du parti, Staline, capte l'héritage par des manœuvres à droite. Il réussit dans ses entreprises à la mort de Lénine. Lénine est embaumé, montré au peuple dans le mausolée de la Place Rouge. Désormais, on propose à la foule russe une nouvelle idole, le père du communisme. La contagion communiste menace toute l'Europe. Les ouvriers des pays industriels deviennent révolutionnaires et demandent l'inversion du système social. Les syndicats communistes voient le jour en France comme en Italie et lancent une agitation révolutionnaire sur le thème de la grève générale et des occupations d'usines. Des républiques communistes ont été proclamées à Berlin, à Munich, à Budapest. Elles ont été détruites en Allemagne, mais la Hongrie a dû supporter un certain temps Béla Kun. Les communistes existent même en Grande-Bretagne. En raison du désordre de l'après-guerre, les affaires ne reprennent pas. 1 million de travailleurs sont au chômage et les porte-paroles de la gauche tiennent le haut du pavé. La grève générale paralyse l'Italie. Les gauchistes occupent les usines. Le malaise économique est profond. L'Italie manque de matières premières et de charbon. La reprise ne vient pas. La situation sociale est explosive.
gouvernement autorise les groupes de vigiles armés pour prévenir les émeutes révolutionnaires et les grèves sur le tas. Les fascistes à chemise noire se font remarquer dans les combats de rue contre les communistes. Mussolini, leur leader, était jadis socialiste. Il est devenu nationaliste et groupe autour de lui beaucoup d'anciens combattants. C'est lui qui organise la contre-révolution. Le gouvernement italien ne peut plus se passer des fascistes. En 1923, le roi reçoit Benito Mussolini et lui confie le gouvernement, très officiellement. Contre-révolution en Allemagne. Adolf Hitler, ancien combattant blessé au front, est secrétaire chargé de la propagande d'un petit parti bavarois, celui des travailleurs allemands nationaux socialistes. Contre les bolchevistes, le patronat allemand soutient les nazis, dont les hommes de main tiennent les rues. La droite gagne aux élections allemandes de l'après-guerre. Elle offre à l'opinion publique, en bouc émissaire de la défaite, les communistes et les juifs. Elle dénonce le diktat du traité de Versailles, qui est, dit-elle, la vraie cause de tous les malheurs de l'Allemagne. Et l'Allemagne n'a pas mérité ces malheurs. En 1923, il faut 5 années de salaire pour s'acheter une chemise. L'inflation n'est plus maîtrisée. Les Français sont dans la roue. Le mouvement nationaliste se développe, soutenu par les chefs de l'armée. Pour rassembler tous les Allemands, Erich Ludendorff s'associe avec Hitler pour réaliser un putsch à Munich. C'est un échec, mais le parti nazi est renforcé. Ludendorff représentait le passé, mais Hitler, en prison, écrit un livre qui va plonger l'Europe dans le malheur. C'est Mein Kampf. En 1923, le Sénat américain décide par un vote sans débat que l'occupation américaine en Allemagne est terminée. Elle n'a jamais été populaire aux États-Unis, surtout pas dans les années 20, où le courant isolationniste est très fort. L'opinion ne comprend pas pourquoi les Doug Boys sont maintenus en Allemagne 4 ans après la signature du traité de Versailles. 2000 Américains, le reste d'une troupe beaucoup plus nombreuse, remettent leur pouvoir aux Français. 12 000 d'entre eux ont épousé des Allemandes. Pour les Américains, c'est la fin précipitée de leur engagement en Europe. Depuis les dernières semaines de 1918, on célèbre le retour des soldats sur le sol américain. 126 000 sont morts, mais 2 millions rentrent chez eux. Et ils rentrent en bon état. Ils apprennent à tous ceux qui sont restés à l'arrière qu'il n'y a plus de sécurité dans le monde depuis l'apparition des armes modernes. N'importe quel acte d'agression peut mettre la sécurité en question, irrémédiablement, sans que la sécurité collective puisse intervenir. Les États-Unis, qui en 1919 n'avaient pas voulu signer le traité de Versailles, ont été contraints d'intervenir de nouveau dans une guerre mondiale en 1941.
1942, Deuxième Guerre mondiale. Une fois encore, les Américains embarquent. Une fois de plus, l'Europe est en péril, un danger qu'elle n'a jamais connu. Deux effroyables tyrannies démoniaques, monstrueuses, sorties toutes les deux de la Première Guerre mondiale, l'ordre noir de Hitler et l'ordre rouge de Staline. Les Américains sont les seuls qui puissent intervenir pour libérer une fois de plus l'Europe.